documentaire de Brigitte Chevet, Femme au volant. Donc, comme on le dit, femme au volant, mort au tournant, éternel adage que l'on pensait voir disparaître avec le temps. Or, il n'en est rien. La voiture, symbole de l'émancipation des femmes. La liberté par le volant cache-t-elle des pans entiers de combats encore à mener pour l'égalité et la parité entre hommes et femmes? Donc, c'est la question que je vais poser à mes invités. Caroline Dehaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe. Vous avez été l'ancienne porte-parole d'Oser le féminisme et ancienne conseillère de la ministre des Droits des Femmes. Et vous êtes aujourd'hui à la tête d'Egalis, qui est un groupe qui travaille justement sur ces questions. Merci d'être avec nous. En face de vous, Françoise Vergès. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes politologue, vous êtes aussi militante féministe et vous allez un petit peu nous donner une analyse de ces combats. Et à côté de vous, Titiou Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, blogueuse, essayiste et romancière. Vous avez signé l'excellent roman Les Morues il y a quelques années et que je conseille à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on voit bien en fait que cette question de l'émancipation en fait par le volant et enfin par la voiture, le fait de conduire un petit peu sa route a pu être un peu un symbole de la place des femmes. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? On a tendance à voir les hommes qui sont symbolisés par le risque, l'émancipation, la vitesse, aux femmes la douceur, la maternité. Est-ce que les choses ont changé depuis quelques années ou pas, Caroline Dehaze? C'est sûr que les choses ont changé. On n'est plus aujourd'hui dans la même situation que celle dans laquelle était ma mère ou ma grand-mère. Et donc les droits des femmes, ils ont eu ces dernières décennies, ils ont connu des avancées majeures. Ce qui m'interpelle, moi, en tant que militante féministe du XXIe siècle, c'est le décalage qu'il existe entre l'imaginaire collectif et globalement, ça va, tu vas pas te plaindre, hein. Cet imaginaire collectif qu'on aurait tout acquis et la réalité. La réalité, c'est que ça a beaucoup avancé, mais qu'il reste des inégalités majeures entre les femmes et les hommes. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce reportage, c'est qu'il montre en fait que les inégalités, elles se nichent un peu partout. Où qu'on regarde dans la société, au travail, à la maison, dans les loisirs, dans la vie politique, ces inégalités entre les femmes et les hommes, elles se reproduisent et parfois à grande échelle. Vous êtes d'accord, Françoise Vergès? On a finalement eu des combats gagnés, mais il y a encore quelques petites niches à conquérir? Vous voulez dire globalement? Oui, Oui. globalement, si on regarde les chiffres des Nations Unies, les choses se passent mieux qu'il y a une dizaine d'années. Mais en même temps, globalement, tout le système du capitalisme libéral rend les vies beaucoup plus précaires et pour les plus vulnérables, qui sont d'abord les femmes, partout. On voit vraiment les effets absolument catastrophiques. À ce niveau, les guerres aujourd'hui, la question des réfugiés, toutes ces questions, même la question de l'environnement, c'est-à-dire on ne peut plus voir, je ne pense pas qu'on peut voir le féminisme ou même la question des droits des femmes simplement comme l'acquis évidemment de conduire une voiture, ce qui est formidable, ou de posséder un chéquier. Évidemment, c'est un progrès, enfin si on parle de la France. Mais on est pris aujourd'hui, je pense que le féminisme, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui comprend la question de comment on vit sur cette planète, évidemment. En gros, ce que vous dites, c'est que la question des droits des femmes ne doit pas se départir de la question sociale, de la question environnementale, et qu'il faut le voir de manière beaucoup plus large. La question des droits des femmes est une question sociale, est une question culturelle, est une question politique. Ce n'est pas simplement, évidemment, c'est bien mieux que d'avoir plus de femmes au Parlement, mais c'est aussi pour mener quelle politique. Si on parle de la France, c'est aussi de penser comment les droits des femmes n'ont pas été égaux à travers l'histoire. Les femmes dans les colonies françaises n'avaient jamais les mêmes droits que les femmes françaises. Et même après la fin de l'Empire colonial, quand on regarde les Outre-mer, les droits qui étaient accordés aux femmes dans l'Hexagone, et je ne parle des années 50, 60, 70, Oui, je ne parle pas du 19e siècle, je vous parle, ce n'étaient pas les mêmes. Donc il y a toujours eu des inégalités structurelles, racisées à l'intérieur même On y reviendra. Titiou Lecoq, vous diriez qu'on a encore des combats à mener encore aujourd'hui? Ah mais plus, enfin moi je suis catastrophée en fait par la situation. Ah d'accord, alors vous, Ah vous moi êtes c'est profondément vraiment. pessimiste. Ah oui non mais enfin. Il y a des reculs? J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de recul, notamment sur une espèce d'opposition entre les droits de la femme et les devoirs de la mère, qui est un truc que moi en tant que jeune mère de famille j'ai vécu de manière très violente. Et il y a l'idée que les femmes doivent se sacrifier pour leurs enfants et qu'il y a une idée qu'elles s'intègrent aussi. C'est un retour aussi. pour vous? D'après les statistiques, oui, il y avait quand même une répartition qui commençait à tendre vers plus d'égalité. Et puis là, mais qui est assez récent, hein, ça fait que quelques années, mais qui est un truc qui revient, un retour de bâton. Et en même temps, il faut être très compétitif dans le milieu du travail, etc. Donc, les Wonder Woman qu'on a connus dans les années 80 reviennent finalement un peu en plus. Mais en plus de ça, mère. de Mamie Nova, etc. Donc, et le cumul des rôles donne quelque chose qui est épuisant. Donc moi, je suis assez... je pense qu'il y a énormément de travail à faire, mais qu'il y a un travail invisible, qui
qui est quasiment à l'échelle individuelle. Et c'est quoi ce travail? Parce qu'on se souvient, enfin on l'a tous vécu, hein, de finir dans un magasin pour enfants avec des jouets d'un côté qui sont roses, de l'autre côté qui sont bleus. Est-ce que c'est lié seulement aux représentations qu'on a des femmes et du rôle qu'on leur assigne? Donc je ne sais pas si certains d'entre nous peut-être ont déjà eu à acheter un fer à repasser miniature, un balai miniature, un aspirateur miniature. Est-ce qu'il faut sortir de là pour sortir de ce dont vous nous parliez à l'instant, c'est-à-dire de cette figure de femme mère? C'est compliqué. Bah, après, les petits garçons petits demandent aussi des fers à repasser et des micro-ondes, hein. Alors ça, moi, j'ai toute la panoplie. Donc, sauf que c'est forcément en rose, ils n'existent pas en bleu. Alors, est-ce que c'est un progrès? Ça serait de proposer des petites balayettes bleues. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a les représentations, mais peut-être qu'on accorde trop d'importance, parce qu'on est dans une société de l'image, au principe de la représentation. C'est-à-dire un enfant, oui, il y a ce qu'on lui montre à la télé, dans les pubs et dans les magasins. Et puis il y a ce qu'il voit de la répartition des tâches ménagères à la maison entre son père et sa mère dans un couple hétérosexuel. 3h24 par jour pour une femme, 2h28 pour un homme. Hein, c'est le chiffre. Ouais. Et ça, c'est hallucinant en fait quand on y pense. Ouais, c'est là-dessus qu'il faut agir, Caroline Dehaas, pour recréer un peu de parité. C'est toujours difficile quand on nous demande c'est quoi la priorité. Parce que entre les violences contre les femmes, l'égalité professionnelle, la parité en politique, l'égalité par exemple entre les petites filles et les petits garçons dans l'accès aux jeux ou l'accès à l'orientation par exemple à l'école, c'est compliqué de faire un choix. Moi, spontanément, j'aurais envie de dire le plus grave, c'est les violences. Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Et en fait, quand on travaille sur le sujet, c'est ce que montrent à la fois les historiens, historiennes, les sociologues, les anthropologues qui travaillent sur le sujet, on ne pourra pas prendre la question de l'égalité femmes-hommes par un petit bout. On ne pourra pas faire avancer l'égalité femmes-hommes si on ne s'intéresse pas non plus, par exemple, aux inégalités qu'il y a entre les femmes. Entre les femmes blanches, par exemple, et entre les femmes non blanches. Entre les femmes cadres et entre les femmes ouvrières. On ne pourra pas lutter contre les inégalités femmes-hommes et on ne pourra pas lutter contre les violences sexistes et sexuelles si on ne s'intéresse pas à la façon dont on éduque les enfants. Parce qu'au-delà des jeux... dans le global, là. Donc là, je suis en train de me dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir œuvrer sur toutes ces thématiques en même temps? L'éducation, par exemple, est un bon levier. L'éducation est un bon levier. L'éducation était déjà un bon levier, mais l'éducation, c'est évidemment, comme disait la réalisatrice précédemment, qu'on enseigne mieux l'histoire des femmes, mais de manière aussi globale, chaque fois, dans toute sa complexité. Mais c'est aussi, par exemple, qu'on fasse attention aux discriminations qui s'installent et qui s'insinuent. Par exemple, moi, j'avais des petites filles qui me disaient que la question de l'apparence physique joue très, très tôt dans la discrimination dans les cours d'école. La petite qui est trop grosse, qui n'est pas mince, qui ne s'est pas habillée comme il faut, qui n'a pas, je sais pas, le dernier truc, je ne sais pas quoi. Le fait qu'il y a déjà des magazines pour les petites filles, enfin, toute cette construction pour la consommation avec un corps particulier, etc., est absolument quelque chose qu'on croyait pouvoir avoir disparu et qui revient en fait avec force, parce qu'il faut faire vendre. Oui, on est dans une forme de marketing. Voilà, avec une le maquillage pour les petites filles déjà, les espèces de neuneux, enfin je sais pas quoi. Je veux dire, quand vous allez dans les supermarchés, c'est pas un bandeau, c'est 3000 bandeaux avec des petites fleurettes, ou je ne sais pas. Donc il y a aussi quelque chose. Mais la question donc la manière dont s'insinue la vision qu'ont les petites filles d'elles-mêmes, elle est évidemment par le fait qu'on ne leur enseigne pas dans leur histoire, la place des femmes dans les sciences, les techniques, dans l'histoire, dans la politique, dans la culture, dans la littérature, mais aussi il n'y a pas de figure auquel s'accrocher finalement. Il n'y a pas de figure auquel s'accrocher, mais c'est aussi, on le sait, que des études montrent toujours que malgré tout, les enseignants, très souvent encore, vont favoriser les petits garçons. Sur les matières scientifiques notamment. Les matières scientifiques, ou s'ils lèvent la main, c'est eux qu'on va signaler. Enfin, il y a toute une série de choses qui font que vraiment on est... Moi, je me souviens de la polémique qui avait eu lieu après la volonté de Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque ministre, de mettre en place un ABC de l'égalité. Et ça avait fait tellement polémique, puisque c'était une forme de théorie du genre, enfin du moins ça avait été représenté comme une forme de théorie du genre, et on a entendu des horreurs type on va déguiser les garçons en filles, etc. Il y avait eu une journée de retrait de l'école. Finalement, cet outil était-il un bon levier ou pas, Caroline Dehaas? Ce qui est hallucinant, c'est que ça choque personne aujourd'hui qu'on apprenne aux enfants, par exemple à l'école, moi j'ai appris ça en 5e, le code de la route. Parce qu'on estime que le code de la route, c'est fondamental dans notre société si on veut se comporter de manière civique. Et pourquoi c'est fondamental? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de morts sur les routes. Et pour lutter contre l'insécurité routière, on a fait une éducation massive dans les écoles, à savoir le code de la route.
Eh bien, excusez-moi, il y a 84 000 femmes qui sont violées chaque année en France. Ça fait 230 par jour. Est-ce que ça ne mérite pas une éducation massive à l'égalité? Eh bien si, c'était le but des ABCD de l'égalité. Et donc vous avez quelques réactionnaires qui se sont mobilisés en disant non, les inégalités, c'est super, on va continuer comme ça. Et le gouvernement a reculé. Oui, c'était surtout en fait une incompréhension sur la base de l'ABCD de l'égalité. Je suis pas d'accord. C'était pas une incompréhension. Parce que ces personnes-là, en gros, la Manif pour tous, ont manifesté dans la rue avec des panneaux « Touche pas à mes stéréotypes ». Donc c'est des personnes qui défendent les inégalités entre les femmes et les hommes. Parce qu'ils disent en gros que les garçons jouent au foot et les filles à la poupée, c'est pas si grave. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le foot et la poupée? Quand vous jouez à la poupée, et il y a des personnes qui travaillent là-dessus, qui ont étudié ça développe le langage, d'accord? Quand vous êtes dans des jeux d'imitation, la marchande, la poupée, ça développe votre langage. Quand vous jouez au foot, c'est des jeux collectifs, il y a un but, ça permet de se confronter au réel et ça développe l'estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'on observe en sixième? La question de la confiance, les petits garçons, ils ont moins de langage, ils maîtrisent moins le langage, et les petites filles, elles ont moins confiance en elles. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette éducation sexiste qu'on déploie aujourd'hui, partout en France, malgré les profs qui sont de bonne volonté? Qu'est-ce qu'on fait? On développe des compétences différentes pour les petites filles et tous les petits garçons, et on prépare les inégalités professionnelles futures. Vous êtes d'accord, Titu Lecoq? Oui, complètement. Et c'est là où, en gros, la Manif pour tous avait un discours très essentialiste, quoi. On ne touchera pas aux différences entre un petit garçon et une petite fille. Et ils arrivaient à des points, c'était ce que vous disiez, la peur que d'un coup les petits garçons aillent à l'école en jupe. Mais moi, j'avais fait un article pour dire « et alors ?» Et si moi, mon fils, demain, il va aller à l'école en jupe, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le lyncher? Bah non, je veux qu'il puisse aller à l'école en jupe s'il veut. Autant dire qu'on en est très, très, très loin. On est en retard en France, diriez-vous? On n'est pas en avance, ça c'est certain. Oui, je pense que, et moi j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et c'est assez récent que je me dise, mais en fait, on est une société profondément sexiste. On a sous un couvert de on est la France et on est tellement libre penseur. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. Il y a des. On se compare souvent avec les États-Unis, le puritanisme américain, et on peut rien dire là-bas. Mais en fait, je me rends compte qu'en France, il y a une espèce de chape de plomb là-dessus et de choses que les femmes elles-mêmes sont les premières à intérioriser sur ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Alors, il y a une question qui a bien entendu beaucoup fait débat, c'est la question des salaires et de cette parité homme-femme. Je rappelle juste à toutes fins utiles que les femmes restent en moyenne 30% moins payées que les hommes à métier égal. Et on voit dans le documentaire qu'une conductrice de bus dès les années 70 pose cette problématique. On réécoute. En 1977, les questions sont toujours les mêmes, mais les réponses, elles, moins diplomatiques. Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que, comme c'était un métier d'homme, c'était automatiquement mieux payé que les métiers de femmes et que j'en avais assez d'être payée 1400, 1500 francs par mois. Et là, c'est payé 3100. Alors là, c'est quand même 50% d'écart. Finalement, on est aujourd'hui à 30%. On a quand même gagné un peu au change, Caroline Dehaze. Ce qui est assez interpellant sur les inégalités salariales, c'est qu'elles se sont beaucoup réduites, notamment dans les années 80, et que depuis les années 90, ça stagne. Aujourd'hui, à métier égal chez les cadres, par exemple, il y a à peu près 8 à 9 points d'écart de salaire, des différences de salaire. Et ça stagne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir et à en finir avec ces inégalités salariales? C'est parce que, en fait, ces inégalités salariales s'expliquent de plein de manières. Le temps partiel, les femmes sont concentrées dans les métiers à temps partiel. Ce qu'on appelle la ségrégation des emplois. Les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. Vous avez des métiers comme les métiers de soins, les métiers de soins des enfants, par exemple, ou des personnes âgées, dans lesquels se concentrent des femmes, généralement des femmes qui sont aussi, par plein d'autres raisons, discriminées, en raison de leur couleur de peau, de leur statut social, etc. Et donc, vous avez ces inégalités salariales, elles sont multifactorielles. Il y a plein d'explications. Et on n'arrive pas à les faire reculer parce qu'en fait, généralement, on prend un petit bout de la lorgnette au lieu de s'attaquer à l'ensemble des problèmes en même temps. Alors, Françoise Vergès, comment est-ce qu'on explique le fait que, historiquement, ça reste encore quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place? Parce que les sociétés se sont basées sur le pouvoir des hommes, sur le pouvoir des hommes au sens vraiment un pouvoir d'État, un pouvoir structurel, et qu'il fallait garder les privilèges, les dividendes de ces pouvoirs. Et qu'il n'a jamais été question. Donc la répartition des femmes, toutes les tâches domestiques, comme on les appelle, le fait que le travail des femmes n'a jamais été compté, alors que déjà dans les années 70, les féministes montraient que si on comptait le travail des femmes, ce qu'on appelle le travail domestique, ça augmenterait énormément le produit intérieur brut d'un pays, ça changerait complètement la vision qu'on a de son économie.
Donc c'est déjà aussi quelle conception on a du travail déjà. Et le fait que tout est fait pour qu'effectivement, si les femmes sont à temps partiel, c'est parce qu'il n'y a pas assez de crèches, c'est parce qu'il n'y a pas assez de possibilités pour elles de travailler autrement, c'est parce qu'il vaut mieux que ce soit le mari qui ait un temps plein, parce que ce temps plein sera mieux payé. Ce n'est pas, je veux dire, les gens font des calculs, les gens ne sont pas idiots, les femmes ne sont pas idiotes, elles font des calculs et elles se retrouvent coincées. Mais notre structure sociale, en fait, a été vraiment pensée par et pour les hommes. La structure économique, je veux dire, il faut bien quand même que ça rapporte des bénéfices, je veux dire, aux multinationales. Je veux dire, ce n'est pas tout. L'égalité, ça signifierait vraiment remettre en cause profondément la structure économique telle qu'elle se fait. Et on veut pas ça, il y a des résistances. Il faut qu'il y ait des gens exploités pour qu'il y ait des salaires un peu plus hauts. Avoir des salaires égaux, ça voudrait dire vraiment transformer profondément. Parce que, je veux dire, vous pouvez pas, je veux dire, c'est vraiment structurellement. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on a oublié les femmes ou que simplement on n'est pas gentil avec elles. C'est qu'il faut maintenir toute une partie de la population dans des salaires moindres, dans des situations beaucoup plus précaires, pour préserver le système tel qu'il est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça résiste. Parce que si c'était si facile de faire l'égalité, vous voyez, si c'était si simple, on l'aurait l'égalité. La réalité, c'est que voilà, on aurait l'égalité. Bon, pourquoi ça résiste? Parce qu'en fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que faire l'égalité entre les femmes et les hommes, ça implique un changement radical de société. Et d'ailleurs, pendant la manif pour tous, vous vous rappelez, pendant les débats autour du mariage pour tous, quand on discutait un peu des stratégies pour essayer de contourner les arguments de la manif pour tous sur les plateaux télé, on disait il faut les rassurer, ça ne va pas changer grand-chose le mariage pour tous. Bon, c'est vrai qu'à court terme, ça ne change pas grand-chose. Mais la réalité, c'est que c'est un premier pas vers un changement profond de notre société, du rôle des femmes et des hommes dans la société. Et donc moi, j'étais plutôt là à dire, attendez, ça ne sert à rien d'essayer de les rassurer. Ils ont, entre guillemets, raison d'être inquiets. Ça change en profondeur nos sociétés. Et bien, tant mieux. Tant mieux que ça change nos sociétés. Alors, moi, il y a quand même une question qui m'interroge, c'est qu'on voit bien qu'il y a aussi des inégalités, vous l'évoquiez tout à l'heure, Françoise Vergès, de territoires qui sont liés aussi aux minorités visibles. Quand on est aujourd'hui issu de zones rurales ou de zones urbaines sensibles, on n'a pas les mêmes accès à l'emploi, on n'a pas les mêmes accès typiquement au mode de garde, on n'a pas les mêmes accès à l'avortement, à la contraception. Est-ce qu'il n'y a pas des combats ou des zones, tout du moins, qui ont été un peu oubliées de ces combats féministes, Titiou Lecoq? Ça m'embête toujours parce que je trouve qu'on accuse toujours les féministes de plein de choses et elles font toujours mal. Et je trouve qu'entre féministes, on est très très fortes aussi pour se taper sur la gueule, clairement. Donc, et ça m'ennuie toujours le côté, oui, on n'a pas fait ça bien, on n'a pas... Et moi, en tant que féministe de 30 ans blanche de la classe moyenne, on va me dire, bah oui, mais forcément, tu défends les femmes blanches de 30 ans de la classe moyenne. Donc voilà, ça c'est... un discours qui m'embête qu'on sépare les choses. Je pense que c'est effectivement, et c'est tout le problème, un mouvement de fond. Et dans le cas de quartiers difficiles et de différences de vision racialisée des choses, la vision racialisée, elle rejoint la vision essentialiste des différents hommes-femmes. La différence noir-blanc et la différence homme-femme, en fait, c'est les mêmes fonctionnements intellectuels. Pour être clair, je vais faire une petite parenthèse, quand vous parlez de mouvements racialisés, c'est qu'on voit arriver depuis quelques années des mouvements, effectivement, d'afro-féministes, etc., ou de femmes voilées musulmanes qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements type oser le féminisme, la barde, etc. Ce que je peux comprendre, je comprends qu'elles disent ça ne nous représente pas. Mais je pense que ça dessert complètement la cause des femmes si on en est encore à se fracturer là-dessus. Moi, je voudrais juste raconter je veux dire, un fait historique qui va peut-être faire mieux comprendre. Dans les années 70, l'avortement et la contraception sont criminalisés en France, sont des crimes. Vous avez le manifeste des 341 salopes, vous avez le manifeste des médecins, vous avez d'énormes manifestations, vous avez le procès de Bobigny. Dans le même temps, il y a des milliers d'avortements sans consentement qui sont pratiqués dans les départements d'outre-mer. Et avec stérilisation, suivi de stérilisation sans consentement. La contraception est largement appliquée à des mineurs sans consentement des parents. Il y a un gros décalage. Donc, il y a vraiment une conception de qui... Et pendant ce temps-là, en France, politique extrêmement nataliste. Les femmes doivent avoir des enfants. C'est le même homme, Michel Debré, qui est l'avocat de cette politique antinataliste dans les départements d'outre-mer et absolument l'opposant absolu de l'avortement et de la contraception en France. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence et que dans les combats, dans les récits historiques aujourd'hui du féminisme français et de la grande épopée pour ces luttes, il n'y a jamais un mot sur ces femmes. Donc, ce n'est pas la question d'accuser les femmes blanches d'avoir oublié quelque chose, c'est que structurellement, elles l'oubliaient. Ces territoires n'existent pas, sont devenus invisibles et oubliés. Ce n'est pas les accuser, c'est de leur demander de remettre ces territoires dans leur récit. Donc c'est une question. Comment expliquer que dans le même temps,
Et qu'aucun des textes dans les années 71, et j'ai fait partie du mouvement des femmes à l'époque, ne parle de ces femmes dans les c'est un départements impensé de la question C'est un féministe total aujourd'hui. point aveugle. Et ces points aveugles, je pourrais vous en parler encore aujourd'hui. Évidemment, si aujourd'hui il y a l'afroféminisme, s'il y a eu la marche des femmes de la dignité contre le racisme en octobre dernier. Tout cela, c'est aussi non pas pour dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, mais pour dire il y a peut-être un besoin d'autonomie à un moment donné, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas possibles d'avoir, qui restent des points aveugles. Oui, Caroline de Haas. Oui, ça serait quand même étrange, en tant que féministe, d'analyser à quel point la société oublie les femmes, parce qu'il y a des mécanismes de discrimination et de domination qui sont ancestraux, et de penser que nous-mêmes, on est à l'abri de ça. Je veux dire, évidemment, dans les mouvements féministes, mais comme dans les mouvements sociaux, comme dans les syndicats, comme dans les partis, comme dans n'importe quelle association, on reproduit parfois volontairement, le plus souvent, j'espère, involontairement, des mécanismes d'invisibilité des femmes, d'invisibilité d'une certaine partie de la population ou des mécanismes de discrimination. C'est vrai en matière de couleur de peau, c'est aussi vrai en matière femmes-hommes. Moi, j'ai assisté à des réunions féministes où les hommes prenaient plus la parole que les femmes. C'était complètement bizarre, quoi, vous voyez. Et donc, évidemment qu'on reproduit ces mécanismes-là et ça serait un peu naïf de penser que parce qu'on est féministe, tout d'un coup, on devient imperméable aux stéréotypes racistes, que ce soit aux stéréotypes sociaux, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on travaille sur ces stéréotypes-là pour faire en sorte que les mouvements sociaux ils soient représentatifs. Franchement, très sincèrement, j'ai pas de solution. Parce que moi-même, je l'ai vécu et je me rends compte à quel point, sans s'en rendre compte, on reproduit ces stéréotypes-là. Et donc, je trouve ça naturel, même si moi ça me heurte en effet et que ça interroge mon incapacité en tant que militante féministe à remettre en cause ces mécanismes qui sont profonds chez nous, qu'il y ait des mouvements afro-féministes qui se créent. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait c'est légitime, quoi. C'est légitime. On voit qu'aujourd'hui, en fait, la lutte est aussi pour la représentativité des femmes dans les médias, dans la sphère politique, etc. J'ai vérifié quelques chiffres en Afrique. On compte 2 présidentes et au Rwanda, par exemple, plus de 50% de l'Assemblée nationale, ce sont des femmes. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre de nos voisins africains? Caroline de Haas, Titu Lecoq. Oui, on croit toujours qu'on est très bien, on fait tellement mieux que ces Africains de l'autre côté. Mais non, il faut vraiment qu'on arrive aussi à la société française change de regard sur elle-même. On se construit une image de nous qui est fausse et une image des autres qui est fausse aussi. Un des chiffres qui m'avait frappé, c'est le nombre de femmes dans les médias. Aujourd'hui, parmi les expertes et les experts interrogés, 80% d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a lancé le site expert.eu pour permettre aux journalistes de contacter des femmes expertes. Parce que c'est quand même, ils nous disaient, les journalistes, on n'en trouve pas. La réalité, c'est qu'il y en a énormément. Françoise Vergès. Oui, je pense que l'Europe et l'Occident ont beaucoup à apprendre de ce qui se passe en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Et il y a aussi à comprendre qu'il n'y a pas une seule manière d'être féministe et que la question des droits, ils sont aussi, je veux dire, c'est les femmes qui déterminent dans leur pays quels sont les droits pour lesquels elles se battent. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes d'avoir participé à ce débat. Nous, on continue. Des femmes et des hommes réalisés par Frédéric Bedos, votre second documentaire, donc des portraits de femmes du monde entier qui racontent leur quotidien, leurs difficultés et les discriminations qu'elles subissent encore. À tout à l'heure.